Je n'aurais jamais pensé que ma propre petite fille me trahirait ainsi. Mais quand j'ouvris l'armoire dans mon bureau en Provence et vis l'espace vide où reposait toujours la broche, je sus qu'elle avait disparu. La broche de deuil victorienne, jaisse noire, grenade taillée en rose, une perle en goutte suspendue dessous, comme une larme solidifiée, unique en son genre, façonnée à la main en 1884 pour mon arrière-grand-mère, portée à l'enterrement de son mari, une pièce si rare que les antiquaires m'avaient dit qu'elle pourrait valoir près d'1 million d'euros, non seulement pour les matériaux, mais pour sa provenance, la chaîne matrilinéaire ininterrompue de femmes qui l'avaient gardée comme une relique, un héritage familial. Oui, mais plus que cela, un témoignage. Un lex. Je restais là, fixant le contour vide d'un feutre, le cœur gelé dans ma poitrine. Pas d'effraction, pas de désordre, juste absente. Depuis le couloir, j'entendais un rire son rire. Lise entra, café à la main, pourtant un peignoir en soie, qu'elle n'avait pas la semaine dernière. On dirait que quelqu'un est mort. Plaisanta-t-elle. Puis elle vit l'armoire ouverte. Son sourire vacilla. Ne me dis pas que tu es contrarié pour ce vieux truc. Ses yeux roulèrent. Les gars, insouciants. C'était juste de la camelote poussiéreuse. Ne t'inquiète pas tant. Elle ne disait pas qu'elle l'avait volée. Elle n'avait pas à le faire. Cette broche n'était pas juste un bijou. C'était un héritage d'une lignée de femmes qui avaient survécu à des hivers plus rudes que celui-ci. Des femmes qui avaient enterré des enfants et des maris, qui avaient travaillé la terre à main nue, qui avaient transmis leur chagrin, non dans des histoires, mais dans des objets. C'était le poids de la mémoire, l'héritage de la survie. Et maintenant, rejetée comme de la camelote, Lise n'avait pas de vrai travail, pas d'économie, juste un salaire de barista à temps partiel et un talent pour charmer des hommes plus âgés dans des vacances sponsorisées. Et maintenant, elle paradait dans ma maison en Valentino et Prada, pianotant sur son téléphone, comme si le monde lui devait du Chanel. Je voulais croire qu'elle était juste négligente. Mais il y avait quelque chose de différent dans son ton récemment, comme si l'arrogance avait pleinement fleuri. « As-tu ouvert le coffre ?» demandai-je. La voix basse. Elle cligna des yeux. « Quoi ?»« Non, je n'ai rien pris, si c'est ce que tu veux dire. » Elle laissa échapper un petit rire, léger, mais acéré. Mon cœur battait dans mes oreilles. C'était le bijou de deuil de ton arrière-arrière-grand-mère. Elle haussa les épaules. Alors elle n'en a vraiment plus besoin maintenant. N'est-ce pas? Je ne me souviens pas d'être sortie de la pièce. Je me souviens juste de la brûlure d'être rejetée. Volée, traitée comme une vieille femme sénile, avec du bric-à-brac, qui n'importait plus. Je m'assis sur la véranda ce soir-là, les mains serrées autour de la tasse, comme si elle pouvait encore offrir du réconfort. La brise portait l'odeur du vieux bois et le souvenir le plus léger du jasmin des fantômes du printemps. S'accrochant au bord de l'été, je regardais la cour. Mais tout ce que je voyais était une Lise plus jeune, balançant ses jambes sur cette même balançoire de véranda, les yeux brillants d'émerveillement. « Raconte-moi encore celle avec la petite boucle à l'intérieur, » disait-elle, pointant le médaillon de deuil avec les cheveux bruns bouclés dedans. « C'est vraiment les cheveux de quelqu'un. »« Oui, ma chérie, » disais-je, et je lui racontais l'histoire de Louise, mon arrière-arrière-grand-mère, qui portait ce médaillon tous les jours après la mort de son bébé. Ça s'appelle un memento mori, expliquai-je. Latin pour souviens-toi que tu dois mourir. Mais ça signifie aussi ne pas oublier ceux que tu as aimés à l'époque. Lise s'accrochait au comme s'ils étaient un trésor. Et pour moi, ils l'étaient. Le grenier était autrefois notre jardin secret, l'endroit où je transmettais ce peu que j'avais. Des bagues avec des opales fissurées, des épingles avec de l'émail décoloré, des boîtes en velours enveloppées de rubans et d'histoires. Toujours les histoires. Elle sirotait un thé léger dans une tasse trop grande pour ses mains,
le tenant comme une reine. Je me souvenais du jour où elle tenait le médaillon en argent de ma mère contre sa poitrine et disait « Je veux être comme elle ». Qu'était-il arrivé à cette petite fille? Je penchais la tête en arrière, fixais le plafond de la véranda peinture écaillée, bois grinçant, comme tout ce que j'avais construit avec amour. Le temps l'avait usé. Je voulais croire que sa fascination était plus que de la curiosité, qu'elle signifiait quelque chose, que peut-être, juste peut-être, elle le porterait après mon départ, qu'elle le protégerait. Mais peut-être ne voyait-elle que des signes d'euro même à l'époque. Peut-être étais-je trop impatiente de me voir en elle. Je regardais à travers la fenêtre le bureau sombre, l'armoire vide. Je pouvais encore entendre sa voix, désinvolte, dédaigneuse. C'était juste de la camelote poussiéreuse. Mais ce n'était pas de la camelote quand elle l'avait tenue pour la première fois. Ce n'était pas de la camelote quand je lui racontais les femmes qui l'avaient portée, les femmes qui avaient survécu à la guerre, à l'accouchement, à la trahison. Cela devenait de la camelote quand elle réalisait qu'elle pouvait en tirer de l'argent. Mes mains se serraient en poing. Pas de rage, de quelque chose de pire, le regret. Je l'avais laissé trop près. Je lui avais trop montré et je n'avais jamais imaginé qu'elle transformerait cette proximité en levier, qu'elle mettrait en gage notre histoire pour un sac à main. Quelques likes sur Instagram. Je ne pleurais pas. Pas encore. Les larmes n'étaient pas venues. Ce que je ressentais était plus discret, plus lourd. Ça reposait juste sous le sternum, là où l'amour ancien se transforme en douleur. La porte moustiquaire grinçait, et je pensais qu'elle pourrait sortir à nouveau. Peut-être pour s'excuser, peut-être pour expliquer, mais c'était juste le vent, juste la maison qui s'installait. Et moi, une idiote, espérant encore, je sirotais le thé froide, regardais la cour, et me souvenais qu'autrefois, une petite fille s'asseyait à côté de moi, promettant de protéger les histoires. Mais ce soir, cette promesse semblait être une autre chose, qu'elle avait vendue. J'avais d'abord remarqué les sacs à main, pas n'importe quel sac. Des sacs de créateurs, ostentatoires, du genre qu'on ne porte pas, qu'on exhibe, qui crient « Regardez-moi », même quand personne ne regarde. Au début, je ne disais rien. Peut-être un cadeau. Peut-être avait-elle eu de la chance dans une friperie. Mais ensuite venaient les chaussures talons de 10 cm en cuir fluo. Une paire de bottes si neuves que les semelles brillaient encore. Et des lunettes de soleil avec des logos plus grands que son ambition réelle. Je l'observais depuis la fenêtre un matin, alors que Lise paradait vers sa voiture. Elle laissait tomber un café dans le porte-gobelet d'une main, prenait un selfie de l'autre. Ses clés pendant d'un charme monogrammé, une marque de luxe que je ne pouvais pas prononcer. Tout cela avec un travail à temps partiel comme barista. Les comptes ne collaient pas, sauf si les pourboires étaient soudain devenus une mine d'or. Et les décrocheurs universitaires, les nouveaux milliardaires de la tech. Je la voyais jeter son sac sur le siège passager, rien dans son téléphone. Et je sentais la lente ébullition de quelque chose que je ne voulais pas nommer le soupçon. Cela semblait déloyal au début. C'était la fille que j'avais tenue pendant les fièvres et les chagrins d'amour, celle à qui je laissais manger du glaçage directement dans le pot. Quand ses parents oubliaient son anniversaire, j'avais comblé leur absence si complètement. J'avais presque réussi à me convaincre qu'elle ne suivrait jamais leurs traces. Mais l'arrogance, l'avidité, ça ne fleurit pas du jour au lendemain. Ça mijote discrètement dans l'ombre de l'attention et de l'arrogance. Ça se nourrit des applaudissements de la mauvaise foule. Les nouveaux amis de Lise étaient des influenceurs, des maquilleurs, des enfants riches prétendant être pauvres pour le contenu. Je les avais vus, entendu leur voix résonner dans le couloir tard la nuit. Le parfum des compliments faux, le cliquetis des flûtes de champagne contre ma belle porcelaine. L'insouciant. Mamie ne s'en souciera pas. Et peut-être ne m'en souciais-je pas au début. Peut-être voulais-je croire que c'était une phase, qu'elle se lasserait,
qu'elle se souviendrait de la différence entre valeur et vanité. Mais ces sacs n'étaient pas juste des accessoires, ils étaient des confessions, du genre, qui n'avaient pas besoin d'être dit à voix haute. Et chaque fois que j'en voyais un nouveau, je sentais qu'une autre partie de moi était fondue, émoulée en quelque chose de bon marché. Mon estomac se nouait. Quand je pensais à ce qui pourrait déjà avoir disparu, pas juste le bijou de deuil, et la bague camée de Sicile, le médaillon portrait, la croix en émail des années de guerre. Je lui avais fait confiance avec les clés, avec les histoires, avec l'héritage. Et maintenant, elle passait devant moi, comme une étrangère avec des secrets cousus dans ses coutures. Le pire n'était pas le vol, pas les mensonges. C'était la façon dont elle me regardait maintenant, comme si j'étais moi-même une relique, comme si j'appartenais dans la même armoire, qu'elle avait vidée. Je pliais le linge ce soir-là en silence. Mes mains lentes, mécaniques. Une de ses chemises tombait du panier. Un truc soyeux avec des manches à sastras. Je la soulevais, clignais devant l'étiquette de prix, encore pendante à l'ourlet 412 €. 412 € pour une chemise, qu'elle avait portée une fois. Je m'asseyais sur le lit, chemise en main, sentais le poids de chaque sacrifice que j'avais fait pour elle. Frais de scolarité, réparation de voiture, factures d'épicerie, chèques d'anniversaire, qui doublaient comme aide au loyer. Tout cela, juste du carburant pour son costume. Je reposais la chemise soigneusement, puis marchais dans le couloir, ouvrais la porte du grenier. Si elle pensait que je ne remarquerais pas, elle avait oublié qu'il avait élevé. C'était tard dans la nuit, quand je le vis. Je n'avais pas l'intention de défiler si loin. Mes yeux brûlaient, mon thé était froid, et j'aurais dû dormir depuis des heures. Mais quelque chose me poussait à chercher. Appelez cela l'instinct, ou peut-être juste la douleur de devoir savoir avec certitude. J'étais plongée dans le profil d'une influenceuse, pas une amie proche de Lise. Juste quelqu'un que je me souvenais vaguement avoir entendu à travers les murs. Viviane. Peut-être, elle postait des choses, comme des matins douillets et des trouvailles vintage, à côté de selfies boudeurs et de mises en scène coûteuses. Et là, en plein milieu de son dernier poste, la broche de ma mère. Je la reconnaissais instantanément. Le centre ovale gravé des plus petites fleurs de myosotis, bordé de jais et d'argent. Ce n'était pas juste similaire, c'était la broche. Il y avait un défaut sur le bord gauche, une fissure capillaire dans l'émail, depuis que je l'avais laissée tomber en 72. Elle l'avait étiquetée aussi. Luxe et vintage pièce unique, en Chersoun Antiquitas Provence. Elle la vendait. Mes mains se serraient si fort autour du téléphone que j'entendais le léger craquement du plastique. Mon souffle se coinçait dans ma gorge. La rage et l'incrédulité se disputant la domination. Cette broche n'était pas juste précieuse. Elle était irremplaçable, un cadeau de ma mère. Quand j'avais 21 ans, portée uniquement aux enterrements et mariages, assurée comme partie d'une collection privée. Et maintenant, elle était mise en gage par quelqu'un nommé Viviane. Chic pour du prestige. Je cliquais sur les commentaires. Des dizaines de personnes s'extasiaient. Magnifique. Si rare. DM pour le prix. Viviane répondait des emojis scintillants, disant que ça venait d'une collection privée. Collection privée pas la sienne. La mienne. Je restais là, tremblante. Le téléphone brillant encore dans ma main. L'obscurité de la pièce soudain suffocante. Elle n'avait pas juste pris. Elle les avait trafiqués. Passés comme des breloques. L'histoire familiale, maintenant filtrée et éditée sous une lumière douce et une fausse gratitude. Quoi d'autre était là dehors? Quoi d'autre avait-elle donné à des étrangers qui ne connaissaient même pas les histoires derrière le verre? Je vérifiais la page de Lise ensuite. Rien d'évident, juste des selfies, des brunchs, des clichés flous de cocktails et de chambres d'hôtel. Mais là encore, le même collier que j'avais vu dans l'armoire. La goutte de grenat noir, il pendait à son cou dans un poste, simplement étiqueté.
Ancien rencontre audacieux. Pas de crédit, pas de reconnaissance. Juste une autre relique transformée en accessoire. Et soudain, je n'étais plus triste. J'étais furieuse par la fureur chaude. Imprudente, qui fait crier. Non, celle-ci était plus froide, plus intelligente. Le genre de fureur qui mijote sous les côtes et murmure. Pas comme ça, pas sans conséquence. Je prenais des captures d'écran, étiquetais le poste, sauvegardais les images. Puis sortais le dossier de registre de la broche de l'armoire dans ma chambre. Page 3. Dernière ligne. Cécile Moreau. Héritière originale. Autricia. Broche de deuil. Non à vendre. Assurée avec numéro de série confidentiel. Ce n'était pas juste un héritage. C'était traçable. Et maintenant, c'était une preuve. Je regardais par la fenêtre, la mâchoire serrée, alors que l'aube commençait à saigner dans le ciel. Dans quelques heures, le monde continuerait comme d'habitude. Lise rejetterait ses boucles, siroterait son expresso, rewrite, comme si rien ne s'était passé. Mais j'en avais assez vu, et je n'allais pas la laisser prétendre qu'elle n'avait pas vendu notre legs au plus offrant. Quand la trappe du grenier grinçait, la maison était silencieuse. Même le frigo n'osait pas bourdonner. Je montais l'escalier étroit avec des pas lents, délibérés, lampe de poche dans une main, un dossier dans l'autre. Mes genoux me faisaient mal, mais je ne m'arrêtais pas. Parce que soir, la poussière m'accueillait, comme une vieille amie, se déposant sur les poutres et les boîtes, plus épaisse que la mémoire, mais plus fine que le regret. Je me dirigeais vers le vieux coffre derrière le cheval à bascule, soulevais le couvercle. À l'intérieur, encore enveloppés dans du parchemin, se trouvaient les registres familiaux, écrits à la main par moi, par ma mère, par sa mère avant elle, ligne après ligne d'héritages enregistrés, en encre soigneuse, description, dates, reçus glissés dans des enveloppes. L'un d'eux sentait encore légèrement les boules de naphtaline et la poudre de rose. Je feuilletais jusqu'à l'entrée, dont j'avais besoin. Broche de deuil. Totracha, jaisse noire et argent. Petite fissure sur le côté gauche. Numéro de série MD. J'avais dit à Lise une fois que la collection était assurée. Elle avait hoché la tête poliment, à peine intéressée. C'était il y a des années, quand elle prétendait encore s'en soucier. Mais la vérité était plus profonde, qu'elle ne l'avait jamais imaginée. La collection n'était pas juste du sentiment. Elle était légale, protégée, documentée. Chaque pièce était liée à un trust que mon grand-père avait créé en Mandouze, après que le collier de sa propre mère avait été volé par un cousin. Nous avions appris à l'époque, alors nous n'avions plus jamais rien laissé non enregistré. Je m'adossais au sol du grenier, les pages du registre éparpillées autour de moi, comme des textes sacrés, traçaient chaque entrée avec un doigt, qui tremblait, mais pas de peur, de clarté. Elle n'avait pas juste pris quelque chose, elle avait violé quelque chose de sacré. Le plus drôle, c'est qu'elle pensait probablement avoir été maligne, que parce que je n'élevais pas la voix ou ne l'appelais pas, je devais être ignorante. Elle ne savait pas que j'avais été bibliothécaire autrefois, que j'avais passé 5 ans entourée d'archives et de petites notations, que je savais comment suivre, enregistrer, attendre. C'était la maison que mon mari et moi avions achetée ensemble, le grenier où je stockais non seulement des objets, mais une intention, l'endroit où les histoires étaient préservées, pas mises en gage. Et c'est ce qui rendait cette trahison si aiguë. Elle n'avait pas juste volé des bijoux, elle avait volé un héritage, une mémoire, des lignées réécrites en hashtag. J'éteignais la lampe de poche, descendais les escaliers, plus lentement maintenant, mais plus stable, qu'elle dorme paisiblement ce soir, enroulée dans la soie et l'illusion. Demain, je commencerai ma propre piste papier. Elle arrivait en jaune. Une jaune criard, fluo, un sac à main balançant, comme un trophée d'un bras, et un petit chien carré dépassant de l'autre.
Il était midi, et déjà 34 degrés dehors. Mais Lise se tenait dans mon allée, comme si elle défilait sur un podium. Les talons, les poignets ornés de bracelets, les lunettes de soleil, qui dévoraient pratiquement son visage. Rien de tout cela n'appartenait à un quartier comme celui-ci. Et elle le savait. Elle voulait être vue, voulait que les voisins jettent un œil à travers leur store et disent « Waouh, c'est la petite fille de Cécile, quelle fille moderne ». Elle voulait qu'ils oublient d'où elle venait. Je me tenais près de la fenêtre, la regardais prendre 3 selfies contre les haies. Avant même de sonner, quand j'ouvrais enfin la porte, elle ne me saluait pas, juste agitait une main, lunettes toujours sur le nez. « Mamie », disait-elle, voix mielleuse, « il faut que tu vois ce nouveau sac que j'ai eu. C'est du vrai cuir italien, comme un artisanat authentique de Florence. Pas du toc. » Elle le soulevait, comme un dindon primé. Je le regardais. Puis elle, je ne disais rien. « Tu l'aimes ?» insistait-elle. Je lui donnais le plus petit hochement. C'est éclatant. Ça la faisait rire, fort et sans filtre. « T'es trop drôle », disait-elle, entrant comme une valse sans attendre. « Tu devrais voir les bottes, qui vont avec. Je les apporterai la prochaine fois. » Elle retirait ses talons à la porte, comme une adolescente, les laissait éparpillés sur le carrelage. Ne demandez pas, je la suivais dans la cuisine, où elle se perchait sur le tabouret du comptoir, jambes croisées, comme une enfant jouant à la cadre. Elle tapotait ses ongles manucurés contre le marbre. Tu devrais vraiment essayer du style. Mamie, tu mérites de paraître chic au moins une fois avant que... Elle s'interrompait avec un rictus, comme si la fin de la phrase était juste trop gênante à finir. Avant quoi? Avant que je meure. Je ne le disais pas. Je tendais juste la main vers la bouilloire. Allumais le feu. Je veux dire, continuait-elle, inconsciente, si tu laissais tomber tout ce bric-à-brac poussiéreux du grenier, on pourrait transformer cet endroit en vraie maison. Genre chic fermière moderne. Elle faisait un geste vers les armoires, comme si elle l'offensait personnellement. Tu serais surprise de ce que les gens pètent pour ce genre de vieillerie. Je veux dire, du vrai argent. Je remuais mon thé, prudente pour ne pas laisser la cuillère cliqueter. Tu te souviens de cette broche noire que j'ai portée une fois? Mes DMs ont explosé, continuait-elle. Tout le monde la voulait. Et le plus drôle, c'est qu'elle était juste là dans une armoire, à dépérir. Elle s'arrêtait pour rire à nouveau. Je la regardais, stable. Cette broche, disais-je lentement, valait plus que ta voiture. Elle clignait, puis riait, comme si je plaisantais. Ouais, d'accord, mamie. Mais au moins je sais porter des choses. Qui compte, c'est la moitié du but. Non, l'héritage est fait pour être montré. Je voulais crier pas pour moi, mais pour chaque femme qui avait jamais serré ce médaillon. Porter cette bague transmit quelque chose de fragile, exact. Mais je ne le faisais pas. Au lieu de cela, je souriais doucement. Je suis contente que tu te sentes belle dedans. Sa tête s'inclinait, soupçonneuse maintenant. Pourquoi es-tu si calme? Je sirotais mon thé, parce que j'écoute chaque mot, chaque glissement, chaque miette que tu ne réalises pas laisser derrière. Elle pensait que j'étais encore la femme qui pleurait quand elle ratait son couvre-feu, qui nettoyait ses désordres, qui avalait sa fierté pour garder la paix. Elle ne réalisait pas que la paix avait déjà fait ses valises. Je portais mon bon manteau, celui en laine bleue marine avec les boutons argentés. Il faisait trop chaud pour ça, mais j'avais besoin de quelque chose avec de la structure. Quelque chose qui me faisait sentir que je possédais encore plus que le toit au-dessus de ma tête. Le cabinet d'avocat était calme, le genre de calme qui vibre de formalité. La réceptionniste ne demandait pas pourquoi j'étais là. Elle regardait juste mon nom et disait « Par ici, Madame Moreau ». Il m'appelait encore Madame Moreau, même après toutes ces années. Maître Philippe Garnier était mon avocat depuis la mort de Henri. Il avait géré l'homologation.
l'acte de propriété et la paperasse du trust, que mon grand-père insistait autrefois pour sauver notre nom de la ruine. Philippe était à l'ancienne, poli d'une manière que les hommes ne sont plus élevés à être. Il ne posait pas de questions. Quand je m'asseyais, il me regardait dans les yeux et disait « Racontez-moi tout ». Alors je le faisais. Je posais les photos, les captures d'écran Instagram, les pages de registre. Je lui racontais comment Lise avait moqué la broche, comment elle portait les héritages, comme des bijoux de costume, comment elle ricanait en buvant dans mes tasses à café, inconsciente, que ses empreintes étaient déjà suivies. Philippe écoutait avec une immobilité qui me calmait. Quand j'avais fini, il s'adossait, mains croisées. « Vous ne cherchez pas à la poursuivre, n'est-ce pas ?»« Je ne sais pas encore, » disais-je. Ses sourcils se levaient légèrement. « Alors que voulez-vous ?»« Je veux des preuves, » disais-je. « Je veux des documents, des registres. Je veux savoir qui a vendu quoi, quand et pour combien. Je veux que la demande d'assurance soit préparée, mais pas déposée. Je veux des noms. » Il souriait faiblement. « Donc vous voulez du levier ?» Philippe hochait lentement la tête. « Nous pouvons engager un enquêteur privé, discrète, agréé et bien connecté. Ça pourrait coûter un peu. Je ne m'inquiète pas du coup, » répondais-je. Je m'inquiète du silence. Elle pense que mon calme signifie que je ne sais pas. Il souriait plus largement. Montrant-lui le contraire, la paperasse était simple. Formulaire de consentement, autorisation d'enquêteur et un affidavit formel affirmant la propriété de chaque article enregistré sous le trust familial Moreau. Je les signais tous d'une main qui ne tremblait pas. Ensuite, il me regardait avec quelque chose proche de la fierté. « Vous savez, » disait Philippe, « la plupart des gens de votre âge acceptent simplement. Ils ne ripostent pas. Surtout pas quand c'est la famille. » Je souriais faiblement. Alors peut-être que la plupart des gens n'ont jamais été forcés d'élever quelqu'un qui a appris à mentir avec un sourire. En partant, il me tendait un dossier. Tout est en mouvement. Vous aurez des nouvelles de l'enquêteur dans la semaine. Je sortais dans la lumière du soleil, dossier pressé contre ma poitrine. Le palais de justice d'Aix-en-Provence de l'autre côté de la rue scintillait dans la chaleur, ses colonnes de pierre, comme des siècles silencieux. Je me souvenais avoir emmené Lise là-bas, une fois pour un projet civique. Elle avait 12 ans, bavardait, curieuse, posant 1000 questions. Elle m'avait dit qu'elle voulait être avocate. Aider les gens, disait-elle. Maintenant, elle vendait la broche de ma mère morte sur Internet. Les rêves changent. Je suppose, je rentrais chez moi lentement, laissant le poids du dossier s'installer dans mes bras, comme un enfant, en franchissant la porte. La maison était comme je l'avais laissée, attendant, observant, et pour la première fois depuis des semaines, je ne me sentais pas impuissante. Je sentais que le premier domino était tombé. C'était le crépuscule. Quand l'appel venait, j'étais à l'étage, pliant des serviettes. Quand le téléphone sonnait pas à la ligne fixe, mon portable, le numéro affiché était inconnu. Et qu'un instant, je pensais le laisser aller sur la messagerie. Mais quelque chose me disait de répondre. « Madame Moreau », disait la voix, masculine, basse, mesurée. C'est Antoine Bisset. Philippe m'a dit que je serais en contact. « J'ai quelque chose pour vous !» Je m'asseyais lentement sur le bord du lit. « Je vous écoute », disais-je. Il ne perdait pas de temps. Il avait suivi la piste en ligne d'abord, extrait les métadonnées des photos Instagram, trosse l'emplacement du téléchargement. Il trouvait la boutique où la broche avait été déposée. Un revendeur en consignation à Aix-en-Provence, spécialisé dans les pièces patrimoniales. Une marque mignonne pour le vol. Les images de sécurité montraient Lise pas une amie, pas un coursière, voilà. Pourtant des lunettes de soleil à l'intérieur, entrant, comme une célébrité, remettant la broche dans une pochette de velours avec une lettre d'héritage falsifiée.
qu'elle avait imprimé en utilisant mon vieux modèle de machine à écrire, qu'elle avait dû trouver dans les dossiers du grenier. Il disait que son alias était Clara Vigne. Elle l'avait utilisé au moins 4 fois. Une fois dans un prêteur sur gages à Aix, 2 fois chez des courtiers en enchères dans les comtés voisins, une fois lors d'une vente vintage éphémère, organisée par une influenceuse. À chaque fois, elle repartait avec de l'argent liquide, total estimé jusqu'à présent. Juste sous 44 000 €. Antoine disait, voix calme. Je clignais fort, regardant la serviette vert pâle sur mes genoux. 4 000 €. J'avais passé ma vie à étirer les factures d'épicerie, à recoudre des boutons sur des manteaux, à acheter des céréales de marque économique pour que Lise ne remarque pas la différence. Elle l'avait remarqué. Elle s'en fichait simplement. Elle n'est pas rusée, continuait Antoine. Elle est juste arrogante. Chaque faux nom renvoie à l'immatriculation de sa voiture. Elle a utilisé la même carte de crédit pour les trajets Uber vers chaque endroit. Ils disaient qu'ils avaient des photos, des vidéos, des signatures. Ils avaient même trouvé un employé qui se souvenait d'elle se vantant d'avoir déverrouillé une mine d'or dans les ordures du grenier. Ordures, la bague de ma mère, le rosaire de ma grand-mère, le médaillon avec des cendres à l'intérieur ordures. Voulez-vous aller de l'avant avec des poursuites? Demandait-il doucement. Je ne répondais pas. Je ne pouvais pas. Pas encore. À la place, je demandais le dossier. Tout ce qu'il avait. Je voulais le voir. Il envoyait le dossier par email crypté. Il arrivait dans ma boîte de réception 15 minutes plus tard. Photos, rétus, cartes, journaux de transactions, toutes sous l'intitulé Affaire de Zamoro, vol familial interne. J'ouvrais d'abord les images de la boutique en consignation. Elle était là, cheveux bouclés, gloss à lèvres parfait, rien avec l'employé, comme s'ils étaient de vieux amis. Ses mains voltigeaient sur le comptoir vitré, alors qu'elle déposait la broche à l'intérieur. Je pouvais presque entendre sa voix, cette douceur polie, performative. Elle semblait radieuse, comme si elle n'avait pas juste vidé la dernière de ma foi. Je regardais 2 fois, pas parce que j'en avais besoin, parce que je devais. J'avais besoin de ressentir la trahison jusqu'au bout. Pas de raccourci, pas d'excuses. Je ne pouvais pas dormir cette nuit-là. La maison était trop silencieuse, et le silence n'était pas paisible. Il pesait contre les murs, comme le chagrin. Lourd et familier, je m'asseyais dans ma chambre, le vieux portrait familial reposant contre la commode, encore enveloppé dans le tissu doux que je gardais pour nettoyer le verre. C'était la seule photo que j'avais de ma grand-mère jeune femme. Elle était assise au centre, bras croisés, comme si elle savait qu'elle vivrait pour toujours dans la mémoire de quelqu'un d'autre. Je le déballais lentement, la regardais. Elle me fixait en retour, sérieuse, inflexible, ses cheveux relevés, son colrail de damidan. Elle ne souriait pas à personne. Ne le faisait à l'époque, mais je pouvais voir la vie dans ses yeux. Le genre de force qui ne demandait pas d'applaudissements. Le genre qui était simplement, je murmurais, elle a vendu ton médaillon. Ma voix craquait, plus douce que je ne le voulais. Elle l'a pris et a dit à des étrangers que c'était de la camelote. Je m'adossais, fermais les yeux. Je me souvenais des histoires que ma grand-mère racontait. Comment elle avait porté ce médaillon quand son mari était mort à la guerre. Comment elle avait gardé une pincée de cendre et un fil de son uniforme à l'intérieur. Comment elle le transmettrait un jour et disait seulement à quelqu'un qui sait ce qu'est le chagrin, pas à quelqu'un qui le fuit. Et je l'avais trahi, je l'avais donné à Lise, parce qu'elle avait posé des questions avec de grands yeux une fois, parce que je pensais que la curiosité était la même que le respect. Ce n'était pas le cas, ça ne l'avait jamais été. J'ouvrais le tiroir de ma coiffeuse, sortais le dernier objet, que je n'avais pas encore perdu la page du serment familial. C'était idiot, démodé peut-être, mais sacré pour nous.
Chaque femme de ma famille le signait. Quand on lui confiait une pièce de la collection de deuil, une promesse, pas à vendre, pas pour l'exposition, pour le souvenir. Lise l'avait signé aussi, à 12 ans, avec un stylo gel rose. La signature était toujours là. Je la fixais, puis soulevais un charpie noir du tiroir du bureau, le pressais contre le parchemin. Une ligne, un trait épais, lente, effacée. Elle n'en faisait plus partie. Elle pouvait encore porter le nom de famille sur ses lèvres. Mais pas sur cette page, pas dans cette maison, pas là où les histoires étaient gardées. Je rangeais le serment dans son tiroir, m'élevais. Je n'étais pas brisée, pas vaincue. J'étais éveillée. Et plus que cela, j'en avais fini de confondre le silence avec l'amour. Ce n'était pas une question de vengeance, c'était de la restauration. Et je restaurerais ce qu'elle avait essayé de rabaisser. Je repliais doucement le tissu du portrait, reposais la photo sur la commode. Puis je prenais le dossier de l'enquêteur, le glissais dans le coffre-fort ignifuge sous mon lit. « Pas à vendre !» murmurai-je. Plus maintenant. Il riait, avant même que les mimosas n'atteignent la table. Je m'asseyais dans le box du coin, dos à la fenêtre, yeux sur la foule du brunch, comme si je ne regardais pas, mais je le faisais chaque mouvement, chaque ton, chaque mouvement désinvolte de ses cheveux parfaitement bouclés. Lisait, assise bien au centre, comme si elle appartenait à un magazine. L'hôtesse ne clignait même pas. Quand je disais préférer un box à l'arrière, le genre où on vous ignore, où les femmes comme moi s'assoient seules, pendant que d'autres jouent que leur vie devant des pancakes et des écrans de téléphone. Elle ne m'avait pas vue, elle ne me cherchait pas. Sa voix portait, cependant, forte, atterrée, le genre de rire, qui veut être entendu, qui fait que les étrangers tendent le cou et se demandent ce que ça fait de vivre sans honte. Elle garde encore ce grenier effrayant fermé, comme si c'était un château ou quoi, disait Lise, faisant tournoyer sa paille. Je veux dire, alors, 1923 appelé et veut récupérer sa poussière. La table riait 2 filles en jupe pastel. Un homme en mocassin trop propre pour être autre chose que décoratif. Et écoutez ça, continuait-elle. J'ai trouvé ce vieux collier dans un tiroir la semaine dernière. Jas et Grenat, genre drame funéraire victorien complet. Et elle a vraiment essayé de me culpabiliser à ce sujet. Une autre gorgée de champagne, une autre vague de rire cruel. Elle a dit que c'était celui de mon arrière-arrière-grand-mère. Je veux dire, d'accord? Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Pleurer sur commande. Ça allait super avec ma tenue de vendredi. Une nouvelle fille se penchait, yeux écarquillés. Attends, c'était celui que tu portais dans la vidéo sur le toit. Ouais, disait Lise. Vendu aux enchères le lendemain, 5 000. Facile. 5 000 € pour le chagrin d'une femme morte transformée en accessoire. Il trinquait, entrechoquait les verres, posait au milieu d'une bouchée pour un poste d'histoire décontractée. Les déjà formés dans leur bouche. Vintage tuerie remix héritage. Lise collectionne. Je sentais mes doigts se crisper sous la table. La serviette en papier se tordant dans ma paume. Ce n'était pas juste une phase. C'était qui elle était devenue. Et pire, c'était le public qui l'encourageait. Elle ne parlait pas d'héritage, seulement de levier. Elle n'honorait pas les femmes qui l'avaient précédée. Elle les effaçait, transformait les os en contenu. Et pourquoi une table pleine d'étrangers qui oublieraient son nom d'ici la prochaine saison? Je me levai discrètement, assez pour que personne ne remarque. Je n'avais pas besoin de confrontation. Pas encore. Ce n'était pas le moment. C'était la preuve. Et en quittant le restaurant, je passais devant leur table. Elles ne me voyaient pas, trop occupée à montrer un nouveau bracelet à manchette, qu'elle prétendait venir du coffre de mamie. Elle n'avait jamais demandé si elle avait la permission, car elle s'en fichait. Dehors, le soleil frappait fort le béton. Je m'arrêtais au coin, sortais mon téléphone, ouvrais l'appareil photo,
prenait une seule photo de la scène, à travers la fenêtre, elle, en plein toast, entourée de sa petite cour avide. Avide, puis j'ouvrais mon application de notes. Tapais. Elle a appelé le médaillon de ma grand-mère un accessoire d'Halloween. Elle a vendu son chagrin pour des mimosas. Que l'histoire le note. Je sauvegardais, étiquetais la photo, faisais une sauvegarde, la laissais rire, la laissais se prélasser. Elle n'avait aucune idée qu'elle avait déjà versé la dernière goutte de son propre Erich dans une flûte et trinquait à sa mort. Ça sentait le vieux bois et l'huile de citron. La boutique d'antiquité se trouvait au coin d'une rue, à Aix-en-Provence, nichée entre une librairie de consignation et une boulangerie fermée depuis longtemps. La cloche au-dessus de la porte tintait bas. Quand j'entrais, comme si elle savait qu'il valait mieux ne pas m'annoncer trop fort, l'homme derrière le comptoir vitré levait les yeux. Jeune, trop jeune pour manipuler des choses, qui avait survécu à la guerre, la famine et 3 générations de femmes plus robustes que lui. Il souriait quand même. Bienvenue. Cherchez-vous quelque chose en particulier? Je posais la photo sur le comptoir. Le post Instagram de Viviane. Imprimé et agrafé. Ceci a été vendu via la vente éphémère de votre revendeur le mois dernier. Son sourire vacillait. J'ai une preuve de propriété. Continuai-je, sortant l'entrée de registre original et la documentation d'assurance. L'objet est unique et fait partie d'un trust successoral protégé. Il ne bougeait pas, clignait juste, puis s'éclaircissait la gorge et disait « Avez-vous une pièce d'identité ?» Je la glissais sur le comptoir. Il la prenait, lissait le nom, le comparait au document. Ses mains ralentissaient soudainement. « Attention, je crois que je me souviens de ça », murmurait-il. Une femme l'a apporté. La vingtaine, sac de créateur, disait qu'elle avait hérité de la pièce et avait besoin d'argent rapide. Elle a utilisé un faux nom. Clara Vigne, disais-je. Il hochait la tête, comme si le poids de ce nom venait de tomber sur sa conscience. « Je ne suis pas ici pour faire une scène, disais-je, voix égale. Mais je veux la paperasse, le journal du vendeur, sa signature, le bordereau d'évaluation. Toutes. » Il hésitait. « Vous devrez parler au propriétaire. »« Je l'ai déjà fait, disais-je, glissant la 2e page. Un email de l'équipe juridique de la boutique, confirmant qu'ils étaient sous examen pour des revendications de provenance douteuse. Ils m'ont donné un accès complet. » Son visage pâlissait légèrement. Il tendait la main sous le comptoir, sortait un classeur rouge, feuilletait jusqu'à la page marquée par un onglet bleu fin. Elle était là, la broche de ma mère, étiquetée comme « épingle de deuil gothique ». Origine inconnue, vendue pour 500 €. Paillement émis à Clara Vigne. Signature correspondant à l'écriture cursive, penchée de Lise. La même boucle sur le « C » que je lui avais apprise en C1 quand elle pleurait sur ses devoirs. « Puis-je » demandai-je, pointant le journal. Il hochait la tête. Je prenais une photo, puis une autre, zoomais sur la date. Elle l'avait vendue 3 jours après notre dernier thé sur la véranda. 3 jours après que je lui avais raconté l'enterrement de ma mère. Comment cette broche était la seule chose que je portais ce jour-là. Car les mots m'avaient manqué. Elle avait hoché la tête alors, sirotant son thé, disant « J'aime cette histoire ». Et puis elle l'avait vendue. Je rendais le classeur doucement. « Vous devriez peut-être resserrer vos protocoles d'admission », disais-je. Il hochait la tête, toujours silencieux. En partant, il disait « Elle ne semblait pas être quelqu'un qui ferait ça à sa propre famille. » Je m'arrêtais à la porte. « C'est ça », disais-je sans me retourner. Les gens comme elle ne semblent pas dangereux. Ils semblent juste arrogants, jusqu'à ce qu'ils vous dépouillent. Et appellent ça une réinvention. Je sortais dans la chaleur, une pièce de plus confirmée, un registre de plus sauvegardé.
Je n'avais pas vu le centre communautaire aussi propre depuis des années. Les chaises pliantes étaient alignées. Comme des soldats, les clipboards empilés proprement sur une table en plastique. Une carafe d'eau tiède, 3 gobelets en plastique et un bol de menthe assise que personne ne toucherait. Antoine Bisset s'appuyait contre le mur, main dans les poches de son manteau, son visage indéchiffrable. Comme toujours, en face de lui était assise Dominique Lefort, une journaliste du journal local, qui avait écrit un exposé de 10 pages sur la corruption de la mairie et n'avait jamais présenté d'excuses pour avoir nommé des noms. Elle me regardait avec un intérêt professionnel, pas de pitié. C'était important. Prête, demandait-elle. Je hochais la tête. Ce n'était pas la première fois que je disais la vérité dans une pièce silencieuse. Mais cela semblait différent. Cette fois, pas de pleurs, pas de tremblements, juste de la clarté. J'étais venue avec des copies, des originaux, des photos et assez de tampons horaires pour faire passer tout déni pour un fou. Antoine exposait le plan en ton doux, mesuré. Nous ne bougerons pas. Tant qu'elle n'aura pas l'objet en main, nous la laisserons organiser la fête, commencer la transaction. Elle se sentira en sécurité. Et le collectionneur, demandai-je. Une appât contrôlé, travaille pour l'unité des artefacts financiers. Il se fera passer pour un acheteur. Elle pensera qu'elle fait un dernier gros coup. Dominique tapotait son stylo. Nous aurons besoin d'une citation. Une fois le coup monté terminé, juste une déclaration pour le registre. Pourquoi ne pas avoir poursuivi discrètement? Je croisais ses yeux. Parce que le silence permet à des filles comme Lise de continuer à voler avec un sourire, disais-je. Ce n'est pas juste du vol, c'est de l'effacement. Et quelqu'un doit dire à voix haute ce que ça signifie. Quand l'héritage est traité comme une tendance, elle arrêtait de tapoter. Je lui passais un dossier avec chaque pièce authentifiée, que Lise avait vendue, empruntée, ou négociée sous un mensonge date, revendeur, relevé bancaire du compte par lequel elle avait tout fait passer, le nom de ma famille listé sur chaque dossier d'assurance, qu'elle n'avait même jamais lu. Dominique se tournait vers Antoine. « Et vous êtes confiant qu'elle mordra à l'hameçon? Elle l'a déjà fait, disait-il. Elle planifie une dernière vitrine exclusive ce vendredi. Elle ne sait pas qu'un de ses invités est câblé. Elle pense qu'il est un collectionneur privé de Lyon. Et elle pense que je suis hors de la ville. Ajoutai-je. Antoine hochait la tête. Elle pense, disais-je, parce que je l'ai laissé faire. Ce soir-là, je m'asseyais dans le salon sous une lumière tamisée, lissais la page d'événements que Lise avait créée, cachée derrière un lien d'invitation privée, mais toujours trouvable. Si vous savez quoi chercher, le trésor. Une nuit seulement. Glamour antique jurate, acheteur sérieux. Uniquement. Elle pensait vraiment être maligne. Elle transformait ma maison en salle d'exposition, ma maison, mon grenier, mes armoires fermées, mon coffre. Elle avait invité ses abonnés, ses acheteurs, ses courtiers en enchères de poche. Ils pensaient à assister à une expérience vintage d'élite. Ils assistaient à un enterrement pas le mien, mais celui de l'illusion, qu'elle vendait. Le lendemain, je textais ma voisine pour emprunter sa valise, laissais Lise la voir dans le couloir, la laissais supposer que j'étais partie pour ma prétendue retraite au spa, la laissais penser que la maison était à elle, la laissais danser droit dans son propre acte d'accusation. Je préparais une tasse de thé ce soir-là, m'asseyais près de la fenêtre arrière, regardant les ombres s'étirer sur la cour. Elle ne le savait pas encore, mais vendredi soir ne serait pas la célébration qu'elle avait prévue. Ce serait le règlement de compte que j'avais construit discrètement, légalement, inébranlablement. Vendredi soir, la maison sentait le parfum et le désespoir. Lise avait allumé des bougies dans chaque pièce, vanille bon marché masquant l'odeur de la trahison. Les rires débordaient dans les couloirs. Les verres à champagne s'entrechoquaient
sur les planchers de chêne sacré, et des étrangers touchaient des meubles qui avaient survécu à des guerres mondiales. Elle avait déplacé la table de la salle à manger pour présenter un étalage de velours de bijoux. Mes bijoux, le collier de grenat, la bague de deuil en or, les boucles d'oreilles en jet, que je portais au mémorial de Henri. Chaque pièce étiquetée, cataloguée pour la vente. Je regardais depuis la grille du jardin, caché dans l'obscurité derrière les rosiers, que Henri avait planté il y a 30 ans. Je pouvais la voir à travers la fenêtre, tournoyant dans cette enveloppe de soie. Comme si elle avait construit cette maison de ses propres mains, elle n'avait aucune idée. À l'intérieur, le collectionneur était déjà arrivé. Grande, élégant, mallette en main. Lise l'accueillait avec des baisers aériens et un rire répété. Lui versait du bourbon, le conduisait à la salle du coffre-fort privé, comme si c'était à elle. Elle n'hésitait même pas à composer la combinaison. Je l'avais vue la mémoriser il y a 2 ans. Elle pensait que je n'avais pas remarqué. De mon point de vue, je voyais 2 officiers en civil passer par la grille arrière silencieux. Fluides, entraînés, ils étaient déjà à l'intérieur avant qu'elle ne commence à déverrouiller la pochette de velours contenant le dernier collier. C'était la dernière pièce qu'elle n'avait pas encore vendue. Diamant noir, petites opales, enveloppées dans un fermoir protecteur. Originale, intacte depuis Nantes. Elle l'appelait son grand final. Alors qu'elle se tournait pour le présenter à l'acheteur, l'officier s'avançait. Il tendait la main dans sa poche. Mais pas pour de l'argent. Son badge brillait si vite que la pièce devenait silencieuse. Avant qu'elle ne puisse cligner des yeux, « Madame, disait-il calmement, je vous demande de vous éloigner de l'étalage. » Lise se figeait. Un instant, je pensais qu'elle pourrait s'évanouir, rire ou courir. Elle ne faisait rien de tout cela. Elle regardait ses inviteuses, ses abonnés, son public, et disait « C'est une blague ?»« Non, mademoiselle, » répondait l'officier. « C'est une enquête fédérale sur la vente non autorisée de biens historiques, enregistrés sous une fausse propriété. Quelqu'un octait, quelqu'un d'autre laissait tomber un verre. Une fille près de la table à vin commençait à reculer lentement, marmonnant quelque chose à propos de devoir nourrir son chat. « Je n'ai rien volé, » bégayait Lise. « Ce sont les affaires de ma famille. C'est à moi. Je l'ai hérité. » L'autre officier s'avançait, tenant un dossier. « Votre nom n'est pas listé sur la succession. En fait, vous avez déjà été documenté vendant pour plus de 44 000 € d'héritages assurés. » En utilisant un faux alias, il posait le dossier sur la table. Tout le monde pouvait voir les photos, les signatures, les journaux de vente. Son faux nom, Clara Vigne, en lettres grasses à côté de chaque transaction. « Quelqu'un m'a piégé, » cria Lise. « Elle m'a dit que je pouvais la voir. Votre grand-mère, » disait l'officier calmement, a déposé une révocation d'accès notariée il y a 2 mois, avec des preuves de vol, de fausses représentations et de violation de confiance. Elle n'est même pas ici. Lise criait. Elle n'est même pas. Je suis là. La pièce se tournait. Je franchissais la porte arrière de la maison en Provence, comme le fantôme, qu'elle ne pensait jamais revenir. Calme, droite, le manteau que je portais pressé et propre, le visage de Lise se vidait. « Cécile ?» demandait l'officier, confirmant. Je hochais la tête. « Oui, j'ai une copie de votre déclaration au registre. »« Merci. » Je me tournais vers elle, elle me regardait, les yeux grands ouverts, le mascara craquant sous le poids de tout, qu'elle pensait contrôler. « Tu as invité des loups dans ma maison, » disais-je. « Maintenant, laisse-les voir qui l'a construite. » Le silence, après que j'avais parlé, semblait épais, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Les invités s'attardaient maladroitement près du couloir avant. Certains s'éclipsaient discrètement, évitant le contact visuel. D'autres restaient figés,
tenant encore des flûtes de champagne, comme s'il n'était pas sûr si c'était une performance artistique ou une arrestation en temps réel. Lise ne bougeait pas, son visage était vide. Ses mains tremblaient à ses côtés. Des doigts qui jouaient autrefois du piano, maintenant frémissant au-dessus d'un vol bordé de velours. « Tu m'as piégé », sifflait-elle enfin, basse et vif. Je faisais un pas vers elle. « Non, j'ai attendu. » Tu es entrée là-dedans toute seule. Un des officiers sortait un petit sac de son manteau. À l'intérieur se trouvait le collier, la dernière pièce non vendue. Il le soulevait à la lumière, inspectant le fermoir. « Madame », me disait-il, « ceci confirme le numéro de série MLD 16. Le registre le marque comme non libéré. Vous êtes l'unique héritière désignée. » Oui, il hochait la tête, rangeait la pièce pour l'épreuve. Nous commencerons la récupération des objets. Les accusations suivront en attendant l'examen judiciaire. Mais nous avons ce qu'il faut pour commencer. La voix de Lise craquait. Des accusations. Vous plaisantez. Vous allez les laisser m'arrêter pour des bijoux. Ce ne sont pas des bijoux, disais-je, lentement et clairement. C'est de la mémoire. Et tu as essayé de la vendre pour des cocktails. Elle ricanait, l'ancienne arrogance perçante à travers sa panique. Tu fais ça par dépit, parce que tu es jalouse. J'ai une vie. Moi, je m'approchais d'elle, baissant la voix. J'avais une vie avant que tu ne sois même une pensée. Lise, et je l'ai construite sur la dignité. Pas sur le drame. Sa bouche s'ouvrait, mais aucun son n'en sortait. Le collectionneur, maintenant clairement un officier, rassemblait les documents et hochait la tête vers la porte. Nous déposerons le rapport. Attendez un contact du procureur. Les vrais invités étaient déjà partis. Ce qui restait derrière était la scène de son dénouement. Des serviettes tachées de vin, des canapés à moitié mangés et une table de bijoux maintenant dépouillée de son but. Elle se tournait vers moi une dernière fois, la voix tremblante d'incrédulité. « Pourquoi m'as-tu fait ça ?» Je la regardais et un instant, je voyais à nouveau la petite fille, celle qui jouait à se déguiser avec des bagues de costume et m'appelait sa reine. Puis je clignais et elle était partie. « Je ne t'ai pas fait ça, » disais-je. « Tu l'as fait malgré moi. » Elle s'effondrait sur la chaise près de la fenêtre, tête dans les mains, et je ne la réconfortais pas. Pas cette fois, qu'elle le ressente, qu'elle ressente le poids de ce qu'elle avait pris s'installer dans ses os. Alors que les officiers partaient avec les preuves en main, je parcourais la maison, un pas à la fois, vérifiant les tiroirs, ouvrant les armoires. Une des pochettes de velours était déchirée. Elle l'avait ouverte à la hâte. La bague de ma grand-mère était encore à l'intérieur, mais la chaîne s'était cassée. Je la ramassais doucement. Je pouvais la réparer. Peut-être pas comme avant, mais presque. Quelque chose d'entier. Quand je revenais dans le vestibule, Lise était partie. Je ne demandais pas où elle était allée. Ça n'avait pas d'importance. Elle avait déjà quitté le seul endroit qui comptait au moment où elle avait décidé que l'argent valait plus que la mémoire. La maison était à nouveau silencieuse. Cette fois, ça ne faisait pas mal. La salle d'audience sentait le vieux papier et la nouvelle panique. Lise se tenait à la table de la défense dans un blazer beige, 2 tailles trop grand. Ses cheveux plats, sa confiance envolée. Elle ne ressemblait pas à la fille qui tournoyait autrefois en soi et traitait les héritages de Camelot. Elle ressemblait à une étrangère, essayant de se souvenir. Comment être pitoyable? Le procureur ouvrait avec précision. Sans théâtralité, sans fioriture, Mademoiselle Moreau a utilisé une fausse identification et des revendications d'héritage fabriqués pour vendre des objets successoraux historiquement documentés. Sur une période de plusieurs mois, elle a gagné plus de 44 000 €. La propriétaire de la succession, sa grand-mère, est vivante, compétente, et avait déposé une révocation d'accès avant l'opération. Mon nom revenait plus d'une fois.
Il ne le disait jamais méchamment, juste fermement. Comme si j'étais le pilier de l'histoire. Comme si j'étais la chose qui n'avait pas craqué. Lise ne me regardait pas une fois. Les preuves étaient toutes là. Registre de vente, images vidéo, bordereau d'enchères signées, capture d'écran d'elle posant avec des pièces qu'elle prétendait être des reliques familiales perdues. Son alias, Clara Vigne, attachée à 4 sites de courtiers différents et 2 lettres d'héritage falsifiées. Mais c'était le texto qui chêlait tout. Le procureur les lisait à voix haute, lentement, délibérément. Lol. Je tirais profit du butin poussiéreux de mamie. Elle ne sait même pas que la moitié de ce truc existe. Argant facile. Autant transformer le grenier en distributeur automatique personnel. Chaque message frappait, comme une gifle dans la pièce silencieuse. Je ne tressaillais pas. Le juge non plus. Mais Lise, sa bouche se tournait légèrement, comme si les mots n'avaient pas le même goût, hors de son écran de téléphone. Son avocat tentait de pivoter. Elle est jeune, confuse, sous pression émotionnelle. Il n'y avait pas d'intention malveillante. C'était un malentendu familial. Mais la salle d'audience n'y croyait pas. On ne peut pas mal comprendre 44 000 €. On ne peut pas mal comprendre l'utilisation de la maison de sa grand-mère comme salle d'exposition. On n'oublie pas accidentellement de rire à propos d'exploiter quelqu'un qu'on prétend aimer. Lise prenait enfin la parole, sa voix fine, tremblante au mauvais endroit. Je ne savais pas que c'était des pièces protégées, mentait-elle. Le procureur lui tendait une photo imprimée du registre, qu'elle avait signé à 12 ans. Vous voulez dire ce registre? Je pensais que c'était symbolique. Mormonnait-elle? Et c'est reçu? Demandait-il. Un par un. Avez-vous aussi ouvert des comptes bancaires sous de faux noms symboliquement? Elle baissait les yeux, et pour la première fois, je ressentais non pas de la colère, mais une perte pas pour la broche, pas pour le collier, pas même pour la bague, qui ne conviendrait jamais à un autre doigt dans cette famille, mais pour elle, pour la version de Lise, qui aurait pu être autrefois. Le juge ne criait pas. Il statuait simplement restitution, sans heure de travaux d'intérêt général. Ses comptes gelés, sa garde-robe soumise à une vente aux enchères de récupération financière, un casier judiciaire, évite uniquement par la clémence d'un plaidoyer de premier délinquant. Mais les mots qui frappaient le plus fort étaient « Vous avez pris plus que des objets, vous avez pris des histoires. Et c'est pourquoi cette salle d'audience n'est pas clémente avec votre honte. Quand c'était fini, elle me regardait enfin. Pas d'excuses, juste un regard creux, accusateur, comme si j'étais celle qui avait cassé quelque chose. Et peut-être l'avais-je fait, peut-être avais-je brisé le fantasme qu'elle avait construit autour d'elle-même. Mais les fantasmes ne vous tiennent pas chaud quand votre nom est lié au registre public et que la honte suit vos pas. Je sortais d'abord, n'avais pas besoin d'entendre la sentence 2 fois. Dehors, le soleil était haut et indifférent, et je me sentais enfin légère.